je me dis que s'il existe des gens qui sont accros aux écrans, des gens qui sont des drogués du son, des addicts aux bonbons, est-ce que, comme les autres sens, l'odorat est-il lui aussi susceptible de provoquer cette ivresse et éventuellement ensuite de cette dépendance? Je travaille ces derniers temps sur ce que j'appelle les ruines psychiques. Les ruines psychiques, c'est à partir de l'architecture, de l'urbanisme, la question des ruines architecturales, etc. Mais j'essaie de parler de ça, mais comme une image de ce qui serait les ruines au niveau psychique. Et ça veut dire que, en gros, que et quand nous avons des événements qui sont cruciaux, tous les événements de la vie, mais surtout ceux qui sont cruciaux, là où il y a un engagement très important du sujet, et que ce soit dans la sexualité, dans l'amour, dans d'autres situations très fortes de la vie, nous avons forcément un engagement affectif et émotionnel. Sinon, ça n'aurait pas de valeur pour nous. Mais il y a des situations dans la vie, donc de ces événements cruciaux de la vie, qui peuvent se gâter, qui peuvent avoir des résultats très négatifs, catastrophiques pour nous. Et très bien, donc on essaye de les dépasser, de les surmonter, sauf que parfois on ne se rend pas compte que, en plus du fait de surmonter matériellement ces situations-là, parce qu'on part, parce qu'on se casse, parce qu'on se tait, parce qu'on dit les choses qu'on a à dire, etc. Malgré ça, il y a des fragments de l'implication affective émotionnelle auxquels on n'a pas fait attention, mais qui sont là et qui restent comme des fragments un peu déchirés, déchiquetés à l'intérieur de nous. Mm-hmm. Ah. Et donc voilà mon intérêt de ma recherche en ce moment. Et donc on peut se demander donc ces fragments émotionnels et affectifs, comment ils se situent, qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont des petites particules, des petites choses, des gouttelettes, c'est quoi? Et je pense que la réponse serait à trouver dans ce que vous apportez, ces questions-là, sur l'aspect sensoriel, sur notamment les empreintes olfactives. Mm-hmm. Et donc, je voulais prendre donc vos questions à partir de là, de ce qui serait l'empreinte olfactive. Et que donc, en fait, et là où, à mon avis, là où il y a attachement affectif, que ce soit dans la sexualité, dans l'amour, dans quelque chose qui nous tient à cœur pour le travail, etc., il y a toujours un mélange, une complicité entre l'empreinte olfactive et les sentiments d'appartenance. Mm-hmm. Et moi, je pense que ces sentiments d'appartenance c'est très important par rapport à l'odeur. Et puisque, vous voyez, au commencement de la vie, il y a un rapport très important entre l'odeur et les sentiments de familiarité, de possession, d'attachement et donc d'appartenance qu'on peut avoir. Alors peut-être que le doudou, on pourrait peut-être parler du doudou. Est-ce que le doudou, ça serait peut-être la première addiction olfactive dans la vie? Est-ce que ça vous semble être une image intéressante? Est-ce que c'est l'odeur de soi dans le doudou? Est-ce que c'est l'odeur de l'autre, justement, de cette familiarité, de cet attachement? Oui, bon, le doudou, la tétine, le mamelon, les seins maternels, on peut parler de plein de choses, en fait, comme ça, plein d'objets qui seraient donc des objets substitutifs de cette empreinte olfactive. Mais à mon avis, bien sûr, tout ça, c'est parce que l'empreinte olfactive, elle peut, dans les vécus sensoriels que nous avons au début de l'existence, elle va se complexifier à partir de plein de variantes sensorielles possibles, qui viennent en provenance d'autres foyers.
d'autres foyers odorants, d'autres foyers intersubjectifs, les tissus, le lit, les draps, tout ça, et l'air, le climat. Si on est né parce que là, quand il faisait chaud ou quand il faisait froid, et donc c'est pas pareil, n'est-ce pas? Quand il fait chaud, les odeurs s'évaporent, et on peut le ressentir plus fortement, alors que dans des endroits au nord du Canada, dans l'Alaska, on ne ressent plus les odeurs pratiquement. Oui. Oui. Donc mais en fait, mon idée de l'empreinte olfactive, ça ne parle pas de la naissance et au-delà. Et pas tellement, si, mais pas complètement. Et moi, ce que je parle, j'utilise un terme pour dire ça, c'est la naissance. La naissance, mais écrit avec un N apostrophe essence. N apostrophe essence. C'est la naissance. C'est-à-dire que dans ces termes-là, il y a évidemment une opposition avec naissance, puisqu'il y a une négation, la non-naissance, si vous voulez, et qui est un état donc d'avant la naissance. En deuxième lieu, donc cette naissance-là, donc cette négation-là, elle peut nous apporter l'idée que ce n'est pas l'état de l'être. C'est à partir du moment où je suis né, je suis même légalement. Avant de naître, on n'est rien, on n'est personne, légalement même, même légalement. Mais, et donc, à partir du moment où je suis né, je peux être le bébé de ma maman, l'enfant de mon père, etc. Mais avant, on n'a pas d'existence. Et donc, avant, c'est quoi? Avant, disons, comme dans la philosophie allemande, on parle de l'être et de l'étant. Étant là. Et étant là, c'est le pur étant. C'est-à-dire, dans l'être, il y a l'idée de la conscience de l'être, alors que dans l'étant serait l'être avant d'être. C'est lui qui n'a pas encore conscience qu'il est là. Bon, c'est donc le pur vécu placentaire. C'est la naissance, la non-naissance, la N apostrophe, essence serait l'état du fœtus lors, disons, des 6, 5 ou 4 mois qui précèdent la naissance. Et c'est qu'à ces moments-là, les essences, parfums, odeurs corporelles, principales du corps de la mère, sont captées olfactivement, peut-être même pour la première fois, par l'aîné du fœtus. À partir de 6 mois du fœtus. C'est-à-dire que selon des études faites, c'est à partir du 7e mois de grossesse c'est clair et net que le système olfactif du fœtus est déjà en place clairement, mais très probablement même avant le 7e mois de grossesse. Et d'ailleurs, le système olfactif du fœtus fait partie des premiers sens à se mettre en place. Et donc, le liquide amniotique, il va transporter des substances odorantes et qui donnent donc des substances odorantes qui viennent de quoi? Ce sont des essences fabriquées par le corps. Les aliments? Oui, en principe des aliments, mais pas que. Ça vient des états affectifs, émotionnels de la maman. Et c'est là les trucs qui m'intéressent, parce que si c'était simplement des trucs alimentaires, bon, ça va. Mais là, non, c'est les états affectifs, émotionnels de la maman. Et comment ça se traduit olfactivement, ça, les états émotionnels de la maman? Après, ça a une odeur. Vous voyez, là c'est autre chose. Hein. Là, c'est, vous savez que quand on travaille en psychiatrie, en psychopathologie, etc., et on se rend compte de certaines odeurs de quelques patients, pas tous, quelques-uns, que quand on a des patients qui sont en grande angoisse, ils peuvent avoir une odeur particulière. Ah oui. Il y a une odeur de la peur, une odeur de l'angoisse, une odeur de l'excitation sexuelle, une odeur, et ainsi de suite. Mais donc là, c'est pour parler de cette période, disons, de naissance, des N apostrophe essence. Donc, quelques mois avant la naissance. Alors, il y a eu des expériences faites, par exemple, avec des enfants prématurés. Donc, les enfants nés prématurément à 7 mois, eh ben, ils se sont aperçus que même les plus immatures d'entre eux, ils étaient aptes à détecter, discriminer, classer
mémoriser, catégoriser les odeurs. Et c'est-à-dire que c'est presque comme le nouveau-né de 9 mois. Et aussi, ils ont fait des expériences sur le fait que, vous voyez, un petit nouveau-né, en général, il n'aime pas trop l'odeur de l'anis. L'odeur de l'anis? De l'anis, par exemple. Par exemple, pour ne pas donner une autre odeur plus forte et désagréable. Hein. Et qu'est-ce qu'il aime bien, par contre? Ah bah, les odeurs sucrées, le lait maternel. Mais donc, mais imaginons que la maman était alcoolique, que la maman, elle prenait beaucoup de pastis dans un bar à Marseille. Et donc, son sang, et qu'en plus de ça, elle se soit disputée avec son mari et que son mari veuille la quitter en même temps. Donc, l'anis, il peut être mélangé aussi avec des substances, des essences qui sont liées avec ses états émotionnels. Et donc, l'anis, il prend encore une autre forme. Alors, ils ont vu qu'avec des nouveau-nés qui ont été exposés à l'anis avant la naissance, et ben, ils avaient plus tard une préférence pour cette odeur, alors que tous les autres enfants. Ah oui, d'accord. Donc, ça veut dire que avant la naissance, déjà, ces bébés-là étaient influencés par l'odeur de la mère. Et puis, une autre expérience qui peut répondre à votre question, c'est que ils ont fait des expériences avec les odeurs du lait maternel. Et du lait maternel de plusieurs mamans. Et du lait maternel de la maman à l'enfant. Et donc, ils se sont rendus compte que certains bébés pouvaient avoir une préférence marquée pour l'odeur du lait maternel en général, mais surtout pour celui de sa propre maman, quoi. Voilà. Donc, ça, ce sont des expériences que, d'ailleurs, le peuple, n'importe qui, de façon populaire, on peut avoir un certain savoir. Et aussi bien les médecins, etc., les sages-femmes, etc. Bon, mais et ça c'est pour marquer que il y a donc une haute prégnance de l'expérience sensorielle de la maternité, non seulement chez le nouveau-né, mais aussi chez la maman, parce que le nouveau-né il peut reconnaître l'odeur de sa maman, et la maman peut aussi à partir du 2e jour après la naissance, reconnaître l'odeur de son bébé. Alors, on sait bien que les bébés ils sont très bons. Il y a un endroit sur les crânes où j'ai senti ça quand mes filles elles étaient bébés, mais c'était une odeur que moi je connaissais pas ou que j'ai pensé ne pas connaître, mais que donc j'ai senti que au-dessus, que sur la tête, comme il y a un petit espace sur le côté un peu en haut, vers l'arrière. Vers la fontanelle. C'est ça, exactement. J'ai cherché ce mot. Et voilà, là il y a une odeur du bébé à un certain âge. Après ça passe, où ça sent très bon, quoi. Ou en tout cas, j'avais l'impression que ça sentait bon. Comment vous la décririez cette odeur? Plutôt que sentir bon. C'est une odeur agréable, alors une odeur d'apaisement, peut-être une odeur aussi, peut-être mélangée des sucrés, de lait maternel peut-être. On sait très bien que le lait maternel, il est hyper sucré, hein. En tout cas, pour un adulte. Est-ce que ce serait pas le bébé qui sécréterait une substance particulière pour renforcer l'ocytocine et l'attachement naturel? Peut-être. Ben oui, parce que cette relation-là, elle est, disons, réciproque, hein. Ça va dans les deux sens. Si je sens que une odeur est agréable là où je suis et que donc j'ai une familiarité petit à petit avec cet espace-là, que ce soit un espace humain, un espace matériel, architectural, etc., je commence à percevoir, à avoir une conscience, à me créer une idée que j'appartiens à cet espace. Et si cet espace j'appartiens à cet espace, j'appartiens aussi et cet espace m'appartient aussi.
l'espace auquel un double rapport, de possession et d'appartenance. Et d'appartenance. Cet espace auquel j'appartiens passe à m'appartenir aussi. Sauf dans certains cas où ça dysfonctionne grave, comme dans les cas de certains clochards qui partent. Je parle pas des gens qui ont besoin et qui n'ont pas, qui ont perdu tout et qui ne peuvent pas avoir un endroit pour y habiter. Mais je parle du clochard vrai, celui qui est pathologique, celui qui vit comme ça, qui n'a pas d'autre idée. Il a coupé avec tout sentiment de familiarité, d'appartenance, de possession, n'est-ce pas? Bon. Et donc, et que ça va ensemble aussi avec les odeurs corporelles. Voilà. Donc, ça, c'est un point